Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici. J'ai vu pas mal de visages familiers, d'autres moins, mais je suis très content de faire votre connaissance. Une des choses que je veux vous dire, c'est à quel point la philosophie et les sciences ont été séparées au cours des décennies récentes, complètement à tort. L'histoire de la philosophie, c'est une histoire de la science, c'est une histoire des philosophes qui sont indissociablement des philosophes et des scientifiques. Et ce que nous, on essaie de faire dans mon laboratoire, c'est vraiment juste de prolonger une tradition qui est multimillénaire. Et l'exception, ce sont les philosophes qui ne font pas de science. Historiquement, c'est vraiment ça l'exception. Donc, moi, je m'intéresse aux microbiotes depuis 22 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Je suis au laboratoire Immunoconcept depuis 11 ans, je crois, donc le laboratoire d'immunologie de Bordeaux. Et ce que j'ai essayé de faire dans ma recherche, c'est de montrer que des questions philosophiques traditionnelles, notamment la question de l'individualité, sont en fait des questions qui sont traitées aujourd'hui par les sciences, et notamment par l'immunologie. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter. Comment cette intégration entre philosophie et immunologie s'est faite sur la question de l'individualité, et pourquoi c'est important en pratique. Alors, quand je dis en pratique, vous allez voir que je reste quand même philosophe. Je ne vais pas vous proposer des protocoles d'application à la vie d'un certain nombre de questions sur l'individualité et l'humanité, mais vous allez voir quand même que dans mon laboratoire, on s'intéresse à des questions que nous considérons comme pratiques, comme notamment les conséquences thérapeutiques de cette intégration entre immunité, microbiote et individualité. J'ai comme d'habitude une seule diapositive, si j'arrive à la faire passer, sinon c'est pas grave, et qui est en fait juste le plan de mon exposé. Mais en fait, ça va être cool, je vais vous prendre l'ordi, parce que si ça ne marche pas. Oh, mais c'est pas grave, je vais mettre. Écoutez, on arrête. Ah oui, avec le. Donc, en gros, je vais poser la question de savoir. Ça, c'est bon, merci beaucoup. Ah, mais du coup, je vais poser la question de l'individualité. Je vais poser la question du lien entre immunologie et individualité. Je vais vous montrer ce que vous savez sans doute déjà pourquoi le microbiote est une révolution, mais pourquoi ça a été une révolution pour mon champ, l'immunologie. Ah oui, quand je dis mon champ, pardon, je suis philosophe de formation, j'ai un parcours complet en philo, mais j'ai aussi un master en immunologie, et en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'intégrer cette science particulière qu'est l'immunologie à la philosophie, comme vous l'avez compris. Pourquoi j'ai choisi l'immunologie? Parce que c'était la science dont on m'a dit tout de suite, quand j'ai voulu refaire de la biologie, on m'a dit tout de suite, ne prends surtout pas ça, c'est la pire de toutes. En biologie, on ne comprend rien, et en médecine, on ne comprend rien. Du coup, c'était extrêmement intéressant pour moi d'aller voir pourquoi. Et vous allez voir aussi que c'est une science incroyablement expérimentale et médicale, mais aussi une science très philosophique, très, très conceptuelle, et ça m'a évidemment attiré. Donc, la révolution du microbiote a été une révolution pour l'immunologie, et je vais envisager quelques conséquences médicales qui, bien sûr, seront beaucoup plus décrites dans l'exposé qui suit. C'est juste une manière pour moi de lier tout ça. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour vous qui êtes des spécialistes de plantes, cette question est sans doute facile, mais d'une manière générale, quand vous demandez à une personne, quelle qu'elle soit, de compter des peupliers faux trembles, dans la plupart des cas, les gens vont voir une forêt de peupliers faux trembles et ils vont compter les troncs. Et si je vous demande combien il y a d'individus, ils vont dire, par exemple, 48. Et la plupart des biologistes voyant un peuplier faux tremble, c'est moi, je ne vais pas me faire avoir. En fait, un peuplier faux tremble, ce sont juste des branches en réalité. Et ce que vous voyez, c'est un arbre. Et donc, il y a en fait un individu. Cette question, qu'est-ce qu'un individu et comment on compte les individus, est une question majeure de la philosophie et de la biologie. Les gens qui pensent que c'est une question philosophique, donc pas intéressante, donc à laisser à des gens qui spéculent et qu'on écoute de temps en temps sur France Culture, sont des gens qui font une erreur absolument majeure. C'est une question essentielle pour la biologie. Les biologistes qui ne s'occupent pas de cette question vont faire des erreurs majeures. C'est vraiment une des leçons de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Et ça illustre le fait que la question de l'individualité est un point de rencontre depuis toujours entre la philosophie et les sciences et doit continuer à être un point de rencontre aujourd'hui. Encore une fois, négliger cet aspect, c'est s'assurer de commettre des erreurs majeures, comme les biologistes en ont commises tout au long de l'histoire de l'individualité. Et je vous rassure, les philosophes aussi ont commis des erreurs. L'idée, c'est juste de dire que c'est en définissant précisément ce qu'on veut dire par là pour réussir à faire un bon travail. Alors, c'est quoi cette histoire de peupliers faux trembles, etc. C'est quelque chose qu'on trouve tout le temps quand vous regardez la diversité du vivant, et notamment les micro-organismes, si vous regardez des amibes sociales, si vous regardez des siphonophores, etc. C'est quoi la conclusion? C'est que, intuitivement, on ne sait pas ce qu'est un individu. Ou plus exactement, ce que vous allez compter intuitivement comme un individu, les biologistes, dès qu'ils creusent, vous disent c'est infiniment plus compliqué que ça. Donc, vous allez voir par exemple une galère portugaise. Vous voyez, c'est un type de siphonophore qui ressemble vraiment à une méduse. Et la plupart des biologistes considèrent ça comme une colonie et non pas comme un individu.
Quand vous voyez une amine sociale, notamment un dithostélium, vous voyez en fait quelque chose qui est unicellulaire, qui devient un organe multicellulaire pendant un certain temps, puis qui se désagrège et qui redevient des êtres unicellulaires. Savoir ce qu'est l'individualité dans ce cycle, c'est extrêmement compliqué. Donc en fait, ce qui est très frappant, et Aristote l'avait parfaitement compris, c'est lorsque vous êtes philosophe et que vous vous demandez ce qu'est un individu, la meilleure source de perplexité, la meilleure source d'exemple, c'est le monde du vivant. Les philosophes sont très forts pour créer des exemples complètement absurdes, complètement tirés par les cheveux, etc. Et Aristote nous a dit depuis le début, regardez le vivant, et vous allez voir une sorte de complexité telle que vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête à trouver des exemples imaginaires. Le réel est beaucoup plus complexe et beaucoup plus questionnant que ce que vous pouvez faire dans votre propre imagination. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Quand on parle d'individualité, on parle de poids. On parle en fait de quelque chose qu'on peut compter. Je peux entrer dans cette salle et dire il y a à peu près tant d'individus humains. Mais évidemment, un spécialiste pourra arriver et me dire bah non, en fait, ce que tu comptes, c'est quelque chose qui est très erroné. On vient de voir avec Marc-André que compter des plantes, c'est super compliqué. Ça veut dire quoi compter une plante? Et ça dépend beaucoup, de cette question va dépendre énormément de choses sur ce que vous comptez, ce que vous classifiez également. Donc, quand on parle d'individualité, on parle de compter. On parle de délimiter, quelles sont les frontières. Les frontières sont toujours floues en biologie, mais c'est une des questions d'individualité. On parle de la cohésion, dans quelle mesure ça tient bien ensemble, ça ne tient pas bien ensemble. On parle de la persistance, est-ce que ça dure à travers le temps. Et on parle aussi de l'unicité. Dans la plupart des cas, si vous pouvez dire qu'un être vivant est unique, ça renforce son individualité. Pourquoi c'est important? Pour des questions très pratiques. L'immense majorité des personnes qui travaillent sur la fitness des métazoaires, par exemple, vont déterminer la fitness en comptant la progéniture. Si vous comptez la progéniture, vous êtes en train de faire un travail d'individualité. Et si vous n'avez pas défini vos individus, vous êtes sûr de faire un mauvais travail. Et c'est arrivé de très nombreuses fois. On a mal compté, on a mal quantifié la fitness. Bien sûr, il y a mille autres manières de quantifier la fitness aujourd'hui. Vous pouvez avoir des approches qui vont être des approches métagénomiques, vous pouvez avoir plein d'approches qui vont faire que vous n'allez pas nécessairement compter des individus au sens traditionnel du terme. Néanmoins, ces approches sont très présentes et sont très importantes. En classification, il a été démontré de nombreuses fois qu'un organisme qui était un seul et même organisme, qui en fait subissait une métamorphose importante, a été pendant longtemps classé dans deux espèces différentes. Ça, c'est typiquement une erreur de persistance. En fait, il faut suivre les organismes pour savoir comment les classer. Et puis, pour des questions de transplantation, dont je vais reparler dans un instant, la question de l'individualité est tout à fait essentielle. Qu'est-ce qu'on conclut de ça? On conclut que la question de l'individualité est une question indissociablement philosophique et scientifique, et que l'une des tâches de la biologie aujourd'hui, c'est de multiplier les instruments qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est un individu. Par exemple, si on veut intervenir sur une plante pour essayer de mieux la protéger, la question de savoir ce qu'est la plante qu'on veut protéger et comment la protéger sont des questions totalement indissociables. L'une des disciplines qui a vraiment souhaité éclairer la question de l'individualité, d'une manière, je dirais, assez prétentieuse, parce que l'immunologie est ma science préférée, mais elle est toujours assez prétentieuse. L'immunologie, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, dit, ça fait des siècles que les philosophes et les psychologues travaillent sur les questions d'individualité, de soi, etc. Ils n'ont fait aucun progrès. Nous, on va éclairer cette question et on va la rendre précise. Je pense que les immunologistes ont eu un succès magnifique en s'intéressant à la question de l'individualité, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas clarifié la notion de soi et de soi. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. La naissance de l'immunologie, c'est principalement à la fin du XIXe siècle. Il y a plusieurs naissances de l'immunologie comme de n'importe quelle autre discipline, mais à la fin du XIXe siècle, vous avez plusieurs grandes découvertes extrêmement importantes, notamment liées à l'immunisation, à Pasteur, à Koch, etc. Mais aussi un débat théorique très très fort entre Metchnikoff et Ehrlich, mais aussi toute une série de découvertes très très importantes sur l'auto-immunité qui font que dès ce moment-là, dès la fin du XIXe siècle, l'immunologie dit on a quelque chose à dire sur l'individualité. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à dire sur la manière dont les individus se protègent contre leur environnement. Et très rapidement, l'immunologie devient définie comme la science qui étudie les systèmes de défense des organismes contre les micro-organismes pathogènes. Cette définition est erronée. On sait aujourd'hui qu'elle est erronée, mais elle est massivement maintenue dans les enseignements, dans les manuels, et même dans la pratique de l'immunologie. Donc ça, c'est une définition qui se cristallise dès la fin du XIXe siècle. Ce qui se passe au cours des années 20 et des années 30, c'est quelque chose qui est une conséquence de la Première Guerre mondiale. Suite à la Première Guerre mondiale, on a énormément de blessés, on a énormément d'individus qui ont perdu un organe, qui ont une peau abîmée, etc. Et on décide de faire quelque chose qui avait déjà été pratiqué avant, mais pas du tout à la même échelle, c'est de tenter de faire des greffes chez les êtres humains. Et on constate, ce dont on se doutait, mais on n'avait pas compris l'extension du phénomène, on constate que dans l'immense majorité des cas, ces greffes sont rejetées par les individus.
Et là, on se dit, c'est quand même très bête pour un organisme de rejeter un organe, un tissu, etc., qui pourrait lui être utile. Le coup de génie qui nous paraît évident aujourd'hui est exactement la fondation d'une théorie scientifique. La fondation d'une théorie scientifique, Newton, etc., c'est que vous rassemblez des phénomènes dont vous pensiez jusqu'ici qu'ils n'avaient absolument rien à voir. Hein, le rapport entre ça qui tombe et des interactions de planètes, c'est quelque chose qui nécessite une théorie scientifique pour se rendre compte qu'en fait, ce sont des phénomènes que vous pouvez rapprocher. C'est exactement ce que va faire Burnett, le virologiste australien, ou virologue australien, dans les années 1930. En fait, il va nous dire la raison pour laquelle un organisme rejette une greffe qui pourtant pourrait lui être utile est la même raison que celle pour laquelle il rejette un micro-organisme pathogène qui pourrait lui nuire. La raison de cela, c'est que, à travers l'évolution, les systèmes immunitaires ont été sélectionnés pour leur capacité à détecter ce qui est étranger à l'organisme et à éliminer ce qui est étranger à l'organisme. C'est le coup de génie de Burnett et qui se trouve créer cette théorie du soi et du non-soi. La théorie du soi et du non-soi nous dit qu'un organisme est capable de reconnaître ce qui lui est propre et de reconnaître ce qui est différent de son soi et d'éliminer ce qui est différent de son soi. Cette théorie se cristallise en 1937, surtout en 1949. En 1949, Burnett produit la deuxième édition de son livre qui s'appelle La production des anticorps, qui est un événement très très important pour le champ. Et au cours des années 50, 60, 70, l'immunologie se cristallise non seulement comme la science qui étudie les systèmes de défense contre les micro-organismes pathogènes, mais aussi comme la science du soi et du non-soi. Donc ça paraît peut-être étrange, mais dans les années 80, il y a énormément de livres qui s'appellent l'immunologie, la science du soi et du non-soi, etc. C'est vraiment une cristallisation très forte de la discipline et qui donne à la discipline sa théorie principale. Qu'en est-il aujourd'hui Alors oui, d'abord, juste un mot pour vous dire que Burnett est totalement explicite sur le fait que ces notions de soi et de non-soi, il les vole à la psychologie. Et les volant à la psychologie, il la vole en réalité à la philosophie. En fait, on peut créer une généalogie très très claire. Ce terme, le soi, qui est si important pour l'immunologie, comme je viens de vous le montrer, c'est un terme de psychologie, et avant ça, c'est un terme qui a été créé en 1694 par un grand philosophe anglais qui s'appelle John Locke, et qui s'explique longuement pourquoi il crée ce nouveau terme qui est le terme de soi. Et donc vous avez une généalogie très claire, totalement assumée par Burnett, qui est de dire j'ai trouvé une notion qui est utile pour la biologie, et donc maintenant je veux l'utiliser comme telle. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de constater que vous trouverez très peu d'immunologistes qui vont défendre la théorie du soi et du non-soi. La plupart des gens vont vous dire, parce que notamment ils ont entendu parler du microbiote, que c'est beaucoup plus le bazar que ça et qu'aujourd'hui on ne va pas défendre cette théorie. Ce qui est très frappant pour moi, je travaille sur ça depuis plusieurs décennies, c'est que cette théorie du soi et du non-soi reste en réalité omniprésente comme une théorie implicite. Je vous donne juste un exemple. L'une des plus importantes révolutions de l'immunologie, à mon sens, au cours des 20 dernières années, même si elle reste assez invisible aux immunologistes eux-mêmes, c'est le fait que nous sommes passés du fait que vous trouvez des systèmes immunitaires chez les vertébrés, et même en fait des vertébrés à mâchoire, les vertébrés à mâchoire ayant une immunité dite adaptative, à l'idée selon laquelle il n'existe pas d'organisme qui n'a pas de système immunitaire. C'est en fait une révolution absolument majeure. Les spécialistes des plantes ont dit aux immunologistes, vous êtes gentils, ça fait des siècles en fait qu'on sait qu'il y a une sorte d'immunité des plantes. Ça fait des décennies qu'on a caractérisé cette immunité. Oui, mais le problème, c'est que les immunologistes ne parlent quasiment jamais aux spécialistes des plantes. J'ai fait énormément de conférences en immunologie, je ne vois jamais ou quasiment jamais de spécialistes des plantes, sauf si c'est moi qui ai insisté pour qu'on les invite. En réalité, ce sont des mondes qui se parlent très très peu. Ce qui a des conséquences énormes pour ce que vous êtes en train de discuter aujourd'hui. Il y a énormément de conséquences de cette absence de dialogue. Et l'une des choses que la philosophie a réussi à faire ces dernières années, ces dernières décennies, c'est d'être un très fort médiateur d'interdisciplinarité, dire en fait ce qui se passe dans ce domaine-là peut éventuellement inspirer ce qui se passe dans un autre domaine, ce qui est exactement l'un des objectifs ou l'un des motifs de votre rencontre aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on a découvert le système CRISPR-Cas chez les prokaryotes, en fait, principalement chez les archées et chez les bactéries, donc ça se joue essentiellement entre les années 2000 et les années 2007, immédiatement, ça a été défini comme un système de détection du soi et du non-soi, et un système d'élimination du non-soi. Et j'ai parlé avec des gens qui sont responsables, et il y en a plein dans le monde, dans cette idée CRISPR-Cas, mais vous connaissez sans doute CRISPR-Cas comme un outil génétique, mais il faut toujours se souvenir que c'est en fait un système immunitaire incroyablement compliqué, et en fait un système immunitaire adaptatif qui a été découvert chez les archées, chez beaucoup d'archées et chez beaucoup de bactéries. Ce système a vraiment immédiatement été pensé comme un système de soi et de non-soi. J'ai interagi avec des personnes qui ont trouvé ça. Je leur ai demandé pourquoi vous avez fait ça un système de soi et de non-soi. Ils m'ont dit, tu vois bien que ça détecte et que ça élimine des phages.
Donc, c'est un système de détection et d'élimination du non-soi, ce qui, à mon avis, est une erreur majeure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les systèmes immunitaires ne sont pas, selon moi, des systèmes de détection et d'élimination du non-soi. C'est infiniment plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le soi et le non-soi restent totalement dominants. Dans l'immunité des plantes, c'est très très présent, malgré la connaissance très forte que les gens ont d'une présence microbienne chez les plantes. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des systèmes immunitaires partout, absolument partout. Que la question est de savoir comment ils fonctionnent. Et que selon moi, réduire le fonctionnement de l'immunité à une détection et une élimination du non-soi est une erreur majeure. Et pourquoi c'est une erreur majeure? En grande partie parce que des découvertes essentielles ont été faites sur le microbiote au cours des dernières décennies. Dans le champ de l'immunologie, c'est très clair, la prise de conscience de l'importance du microbiote, à l'époque sous le nom de flore, les flores intestinales en particulier, donc c'est un vieux terme, c'est essentiellement ce qui se passe à la suite de toute une série de transformations de techniques, en fait, de techniques de séquençage, de métagénomique, etc. C'est-à-dire que les immunologistes ont été très lents à se rendre compte de ce qui avait été identifié par d'autres biologistes, c'est-à-dire cette importance des micro-organismes. Ce qui les a convaincus, ça a été la découverte de l'incroyable diversité des micro-organismes dans les mammifères et en particulier chez les êtres humains. C'est une discipline qui reste très centrée sur les mammifères pour ces grandes découvertes. Et ce qui a été décisif, ça a été de voir la diversité de ce microbiote, la composition de ce microbiote, le nombre d'espèces est très compliqué, le fait que ça se passe surtout dans l'intestin, certes chez un être humain, mais qu'il y a une grande diversité de microbiotes sur la peau, par exemple, c'est extrêmement étudié, la phénylbactérie, etc., etc. Les endroits qui étaient censés être stériles, les poumons, ont tous été démontrés comme en fait ayant une colonisation microbienne. Et donc en fait, on est passé de l'idée d'un organisme qui serait une espèce de forteresse relativement bien constituée à l'égard d'un non-soi contre lequel elle se protégerait, à l'idée selon laquelle il y a en fait des micro-organismes partout, et ces micro-organismes sont en interaction très très forte avec l'autre. Alors vous voyez bien que du point de vue du soi et du non-soi, cette présence massive de micro-organismes, elle est forcément, dans n'importe quel organisme, elle est forcément problématique. Elle est forcément en fait une remise en question très forte de cette théorie du soi et du non-soi. Et je vous passe les détails, mais en parallèle, se sont produits beaucoup de découvertes sur l'auto-immunité qui ont remis en question également la théorie du soi et du non-soi par l'angle de il est juste erroné qu'un système immunitaire ne répond pas à du soi. Donc en fait, les deux grands angles de la théorie se sont trouvés massivement attaqués. Ce qui a beaucoup intéressé les immunologistes, ce sont les rôles physiologiques du microbiote. Pas seulement le fait qu'il y a plein de microbes, ça à la limite, ils ont dit bon, bah ok, il y a plein de microbes. Mais le fait qu'il y ait un métabolisme qui est absolument décisif en lien avec le microbiote, Marc-André en a parlé, c'est vrai également chez les animaux, le fait que le développement soit très souvent lié à la présence des microbiotes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait que, et ça a été le plus frappant pour les immunologistes, le fait que la défense des organismes est souvent médiée par les micro-organismes, ça a été le point le plus décisif. Dit autrement, j'ai utilisé par exemple le terme de co-immunité ces dernières années pour réfléchir à la manière dont l'immunité d'un macro-organisme est en fait très souvent le produit extrêmement complexe de son système immunitaire et d'une immunité qui est assurée par des micro-organismes. Et quand je dis micro-organismes, j'inclus absolument les virus. J'ai beaucoup réfléchi aux virus, qui sont des virus protecteurs, et également aux bactéries protectrices. En fait, il y a un alignement extrêmement complexe de tout ça, écologiquement super compliqué, dans lequel vous pouvez avoir des interactions entre des virus, des bactéries et un macro-organisme, comme un hôte humain par exemple, qui en fait donne quelque chose de très très riche pour comprendre ce qu'est aujourd'hui l'immunité de l'organisme de ce type-là. Et la distinction qui est traditionnellement faite, qui a été rappelée tout à l'heure, qui je crois est essentielle pour vous, c'est qu'ont été distingués des micro-organismes protecteurs de micro-organismes qui médient une protection par l'autre. Les deux sont super importants, mais les deux sont conceptuellement très très importants à distinguer. Dans un cas, on va réfléchir par exemple à la résistance à la colonisation, c'est quelque chose qui est très bien documenté dans l'intestin. Il y a en fait des bactéries qui sont là et qui ne vont pas laisser n'importe qui entrer. Et vous avez des mécanismes encore plus complexes par lesquels vous avez des micro-organismes qui stimulent l'immunité et notamment vont définir un niveau basal d'immunité. Et ce niveau d'immunité va avoir des conséquences considérables sur la possibilité de se protéger contre d'autres micro-organismes. Donc ça a fait que on a complètement révisé la théorie du soi et du non-soi à l'aune du phénomène de tolérance immunitaire, l'idée étant que ces micro-organismes sont là, ils remplissent beaucoup de rôles différents, dont une défense immunitaire, ainsi créant une immense confusion sur ce que veut dire l'immunité. Et troisièmement et surtout, ils sont tellement là et tellement importants physiologiquement, fonctionnellement, que c'est devenu absolument impossible de maintenir la théorie du soi et du non-soi telle qu'elle avait été initialement formée. La conséquence, c'est que nous sommes tous des chimères, c'est quelque chose que vous avez forcément entendu au cours des dernières années. Je vous avoue que
mais Marc-André n'était pas là. J'ai fait une conférence au Muséum en 2003 et j'ai été sidéré par la méconnaissance des biologistes sur ce qui était en train de se passer du point de vue du microbiote. J'ai vraiment eu des questions qui étaient tellement gênantes pour quelqu'un comme moi qui commençait juste sa thèse que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi. Et je suis revenu vers les spécialistes avec lesquels je parlais, Marianne Matonna, etc., qui m'ont dit, non, mais ça va venir. Et donc, en fait, il y a une vraie question qui est la prise de conscience des données dont nous parlons ici, dans leurs conséquences, qui sont à la fois des conséquences philosophiques, mais aussi des conséquences sur la pratique des biologistes. C'est tellement plus facile de dire on a toujours cultivé ces micro-organismes, on va rester sur ces micro-organismes, que de se dire il y a des micro-organismes quasiment impossibles à cultiver, qu'est-ce qu'on fait? Et la plupart des biologistes, et c'est bien normal, vont chercher une efficacité en disant on va continuer à faire sur la biologie. Ces questions-là, et notamment la prise de conscience de ce chimérisme, c'est quelque chose qui a été très lent en biologie, alors même qu'on avait beaucoup d'éléments à notre disposition, au moins, je dirais, au tournant du 20e et du 21e siècle. Alors, les conséquences médicales, très rapidement, oui, je pense que l'enjeu, c'est de voir dans quelle mesure on peut manipuler le microbiote. Et un enjeu pour nous, c'est de voir dans quelle mesure on peut manipuler le microbiote en manipulant le microbiote de manière à ce qu'il manipule l'immunité ou réciproquement. Dans quelle mesure on pourrait agir sur l'immunité et ce faisant créer un changement sur le microbiote qui pourrait avoir par exemple un effet protecteur. Ou réciproquement, peut-on manipuler le microbiote pour transformer l'immunité? La réponse, c'est en gros, oui, ça a l'air possible, mais c'est infiniment plus le bazar que ce qu'on aurait pu penser il y a 10 ans. Donc ça, c'est vraiment, il me semble, tous les spécialistes du microbiote, je crois, vous diront à peu près la même chose. Nous avons tous été super enthousiastes. Nous sommes encore super enthousiastes, mais c'est infiniment plus le bazar que ce qu'on avait cru, et infiniment plus compliqué que ce qu'on avait cru. C'est normal. Il suffit de faire un peu d'écologie pour qu'on vous dise, lisez Darwin, hein, vous dit si vous touchez quelque chose dans un écosystème, bonne chance. Vous allez voir en fait que A agit sur B, qui agit sur C, mais C agissait sur A, et vous n'allez pas penser que D en fait avait une influence sur B et réciproquement. Et en fait, dès que vous touchez quelque chose dans un écosystème, vous touchez à quelque chose d'infiniment complexe. Dans le cas des microbiotes, c'est encore plus compliqué parce qu'on parle en fait d'un très très grand nombre d'espèces, quelle que soit notre définition d'espèces, et leurs interactions sont super compliquées. Quand vous enlevez quelque chose, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Alors, on a eu des choses qui étaient extraordinaires, comme par exemple le papier, on a forcément entendu parler dans le New England Journal of Medicine en 2013, qui est un papier magnifique, ce post-event difficile, qui nous a tous donné vraiment, là on a cru que c'était bon. C'est-à-dire, en fait, vous avez vraiment des personnes qui sont infectées par le post-event difficile, et en fait, on fait vraiment contre placebo, on regarde en fait ce qui se passe quand on fait des transplantations fécales. Tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est une transplantation fécale, je n'ai pas besoin d'expliquer. Et on s'aperçoit que c'est tellement efficace qu'on arrête l'essai et c'est tournée de transplantation fécale, tout le monde a une transplantation fécale. Et c'est incroyablement efficace. Depuis, énormément de choses ont été tentées dans le même esprit. Elles n'ont quasiment jamais été aussi efficaces. Je me suis par exemple passionné pour la question cancer, immunité, bactéries. Microbiote, dans le sens vraiment typiquement intestinal, etc. Honnêtement, j'ai encore beaucoup d'espoir, mais il y a 10 ans ou 8 ans, je vous aurais dit qu'on allait être beaucoup plus rapide. On en est encore aujourd'hui à peu près à ce que les très très grands nombres du domaine se battent sur quelle va être l'espèce importante, comment ça va être médié, etc. Et je pense qu'il est légitime de se dire qu'on a vu cette très très grande série de défis qui sont en fait des défis qui, à mon avis, sont relativement inspirants pour des personnes qui travaillent sur les plantes. Pourquoi? Parce que l'immunité des plantes est incroyablement intéressante et incroyablement complexe. Elle a des points communs et des points de différence extrêmement, à mon avis, utiles à étudier avec ce qu'on sait sur les animaux. Mais aussi, on peut aujourd'hui avoir une perspective encore plus ouverte sur l'immunité qui va en gros des prokaryotes jusqu'aux animaux et regarder en fait ce qui est commun, ce qui est différent, etc. Deuxièmement, je pense que c'est une invitation à se dire sur quoi on peut agir exactement. Ma suggestion, qui est complètement biaisée, c'est qu'il ne faut pas parler des défenses de la plante sans se dire est-ce que nous sommes en train de parler des défenses immunitaires de la plante? Oui, non, pourquoi? Et si on parle des défenses immunitaires de la plante, qu'est-ce que les animaux n'ont pu nous montrer en laboratoire ces derniers temps en termes de stimulation de l'immunité via le microbiote? Et je pense que si vous avez un programme de recherche de ce type-là, vous verrez que les résultats ne sont pas toujours extrêmement impressionnants chez les animaux, mais ils sont très inspirants. Ils nous montrent en fait des difficultés, ils nous montrent par exemple des échecs ou des points d'achoppement qu'il serait bon de ne pas répéter, ou en tout cas de ne pas répéter sans savoir qu'ils ont existé dans ces domaines-là. Donc en fait, je suis un grand partisan, comme vous voyez, d'une interdisciplinarité de ce type-là, consistant à regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans ces domaines étudiant le microbiote, et essayer d'en tirer des leçons.
Les 3 leçons pour moi aujourd'hui, c'est à quel point l'individualité, c'est un défi philosophique et scientifique pour nous tous, le fait que nous sommes tous des chimères, et le fait qu'il est fort possible que l'on puisse manipuler l'immunité via le microbiote, mais que ces choses-là ne sont pas évidentes. Et si ça vous intéresse, j'ai juste mentionné deux publications dans lesquelles j'envisage également ces questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long.